Bonjour à tous, merci de nous retrouver cette semaine encore pour votre émission 100% marché, l'émission de décryptage de l'actualité économique et boursière. Avec moi cette semaine, Gérard Ampeau, responsable des programmes à l'école de la Bourse. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et Laurent Albi, donc le président de la FAT. Bonjour Mathieu, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Nous allons commencer tout de suite donc, par notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Gérard, cette semaine, des plus hauts du côté des États-Unis. Oui, ce n'est pas la première fois. Je crois déjà m'être exprimé sur le même sujet au mois de janvier quand je suis venu à cette émission. Et je pense qu'on aura, j'imagine, d'autres fois l'occasion d'évoquer ces plus hauts. Rendez-vous compte, avec l'afflux de capitaux aux États-Unis, c'est plus de 20 000 milliards de dollars. La nouvelle capitalisation boursière du Standard & Poor's 500, c'est un record absolu. On était de l'ordre de 6 000 milliards de dollars en 2008. Vous voyez le chemin parcouru. Et comme le dit Laurent fréquemment, la tendance est mon ami. Donc je pense qu'on aura d'autres fois l'occasion d'évoquer ces records. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans un premier temps, ces records sont basés sur des annonces faites par le président Trump et son administration à travers des tweets qui commencent à être célèbres aujourd'hui. Dans un premier temps, une administration, lorsqu'elle se met en place, il lui faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire inscrire dans le calendrier législatif les nouvelles règles qu'elle souhaite voir empruntées. Et donc, afin que l'opinion publique ne soit pas déçue, eh bien, Trump en fait toute une série d'effets d'annonce. La politique budgétaire, je m'arrêterai seulement sur cet exemple, il va falloir quasiment un an pour l'inscrire dans la réalité. Entre le moment où il faudra que le Sénat et la Chambre des représentants se prononcent sur les mesures proposées, surtout s'il y a des dépenses nouvelles, ce qui est une obligation, et puis le moment où l'administration fédérale mettra en musique ce genre de décision. Donc en attendant, il faut que le président Trump continue d'annoncer toute une série de mesures qui, pour le moment, effectivement, ne sont pas réelles, mais sont un peu théoriques. C'est un petit peu la faiblesse du système. Est-ce que l'inscription dans la réalité, dans l'économie réelle, sera suffisamment rapide pour que les marchés ne soient pas déçus par ces effets d'annonce? Merci Gérard. Donc Laurent, vous avez décidé de nous parler du S&P cette semaine. Oui Mathieu, on revient sur le S&P pour rebondir un petit peu sur ce que Gérard a dit. C'est vrai qu'on a des marchés américains qui sont extrêmement réactifs aux déclarations de Donald Trump. Il faut juste rappeler que le S&P est dans une tendance haussière, mais regardez l'écran, cette tendance elle était très molle ici. Et en fait, qu'est-ce qui a donné le signal d'un redémarrage haussier? C'est les déclarations du président américain sur des mesures fiscales absolument époustouflantes, considérables, qui va annoncer d'ici 2-3 semaines. C'est ça qui a été le catalyseur de la nouvelle hausse. Ça ne veut pas dire que la hausse n'est pas solide, mais ça veut dire qu'on a une psychologie aujourd'hui collective qui suit à la trace, qui piste Donald Trump et qui réagit finalement au quart de tour aux annonces qui, forcément, vont devoir se matérialiser parce que là, pour le coup, le risque de déception, il augmente. Donc il va falloir qu'à un moment, les actes se joignent à la parole. Et donc Trump fait monter les enchères, il fait monter la pression. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que nous vivons actuellement aux États-Unis, avec notamment des sommets historiques inscrits sur les principaux indices, n'est pas solide. Mais en tout cas, il faut bien garder ça en tête, qu'on est sur un marché qui paye les déclarations de Trump. Alors, dans ce contexte, on a de toutes les façons sur le S&P une tendance qui est haussière et qui ne montre pas pour le moment de signes d'épuisement à très court terme. Il va y avoir des corrections, les marchés ne vont pas en ligne droite, donc il va forcément y avoir un moment où il va y avoir des prises de bénéfices ou des parties de prises de bénéfices qui vont générer des replis. Peut-être même quelque chose qui va arriver dans les 48 prochaines heures. Je rappelle que Janet Yellen, aujourd'hui et demain, est interrogée par le Congrès justement pour essayer de donner plus d'indications sur un agenda
de remontée des taux. Donc on a des opérateurs qui attendent ces déclarations et ces réponses de Janet Yellen. En tout cas, pour le moment, on a un S&P, Mathieu, qui continue de monter. Alors donc, dans ce contexte, on a fait un plus haut historique, on a une moyenne mobile qui est toujours bien orientée. Moi, ce qui m'a intéressé cette semaine sur le S&P, c'est ce croisement positif de MACD. Alors on ne va pas rentrer dans les détails sur la construction de MACD, mais c'est un indicateur finalement qui surveille le spread entre deux moyennes mobiles à 12 et 26 périodes. Et quand les moyennes mobiles s'écartent, ça veut dire qu'il y a de la vitesse qui est en train d'apparaître sur le marché. Et là on a un croisement positif, ce qui nous laisse penser que même s'il y avait un repli, le mouvement actuel qui a redémarré depuis maintenant quelques jours devrait continuer. Donc en synthèse, acheteur sur le S&P. Idéalement, moi j'ai un niveau à 2300 points que je considérerais comme optimal pour rentrer une position longue via un produit de bourse et en l'occurrence un Varent Call dont le code est le KR20B. Donc, un Varent Call KR20B avec un delta à 29, donc, ce qui en fait un produit adapté si, comme Laurent, vous pensez que le S&P va continuer sur sa lancée. Son prix d'exercice est à 2400 $ et vous pouviez acheter ce produit à 33 centimes pièce ce matin. On continue le bilan de la semaine, donc Gérard, avec ce qui se passe en zone euro. Revenons en zone euro, donc effectivement, avec cette idée que les incertitudes politiques, cette année 2017, qui sera de toute façon une année très politique, elle a tendance à commencer à inquiéter les investisseurs qui se posent des questions quant aux résultats des prochaines élections, tout particulièrement en France. Et on a le fameux spread, hein, la marge que réclament les investisseurs étrangers pour acheter de la dette française, qui a recommencé à grimper. On est aux alentours de 80 points de base, 0,80%. Les taux à 10 ans sont supérieurs à 1%. On était à 0,10 en fin d'année dernière. Donc on voit le chemin parcouru avec non seulement pour l'Italie, non seulement pour le Portugal ou l'Espagne, mais aussi la France. C'est cette prime de risque qui est exigée de la part des investisseurs internationaux et qui, bien entendu, laisse augurer au fur et à mesure où les sondages nous apporteront des nouvelles étonnantes ou inquiétantes, eh bien d'autres stress. Quant au marché action de la zone euro, même s'ils subissent l'influence relativement positive des marchés américains, ils sont très très loin et d'une certaine manière on peut dire que ça fait un moment que les valeurs européennes se payent aussi peu cher eu égard l'état de cherté relatif des valeurs américaines. Donc il y a là effectivement des flux financiers qui ne viennent plus trop sur les valeurs européennes et qui continuent d'aller sur les valeurs américaines. Voilà donc une zone euro qui finalement laisse les marchés sur leur faim avec des inquiétudes qui se traduisent sur le marché obligataire et un manque d'appétit qui se traduit par un retard énorme de l'Eurostoxx 50 par exemple sur le Standard & Poor's 500. Voilà Mathieu. Merci. Est-ce que ces inquiétudes se ressentent également, Laurent, du côté du CAC ? Oui Mathieu, on les perçoit parce qu'effectivement les indices européens sont en retard sur les indices américains, mais le CAC lui-même est très en retard par rapport par exemple au DAX ou au Stoxx 600. Je rappelle que le Stoxx 600 c'est un ensemble de valeurs européennes, Suisse et Angleterre comprises qui lui est en train de faire un nouveau sommet dans le mouvement amorcé depuis l'année dernière, alors que vous voyez le CAC lui il est toujours sous sa résistance. Alors je vais zoomer un petit peu parce que finalement tant qu'on a des indices américains qui restent forts, à moins de nouvelles exogènes au marché qui feraient frémir les investisseurs, on a a priori un CAC maintenant qui est de nouveau en tendance, même si elle n'est pas encore très affirmée. Qu'est-ce qui serait le point qui réaffirmerait donc la tendance haussière? Ce serait le dépassement de ce niveau à 4930. Hein. Si on arrive, et on va le faire, on va aller sur 4930, la question est de savoir si on va réussir à dépasser ce niveau. Si on réussit à dépasser 4930, et c'est le scénario que je privilégie en ce moment, on va retourner sur les résistances de novembre 2015, c'est-à-dire 5000 points, voire un petit peu au-dessus. Donc, on a un CAC 40, qui suit la belle progression des indices américains, 2 qui reste néanmoins plus faible en l'occurrence que le DAX,
3 qui n'a pas franchi sa prochaine résistance, donc attention, on est toujours en range, mais moi j'aime cette petite structure ici. Alors on ne peut pas parler de double creux parce qu'on n'a pas suffisamment de baisse avant d'avoir un double creux. En tout cas, on voit bien que le marché est allé tester 2 fois cette zone de support à 4746. Donc j'ai choisi un produit avec une barrière désactivante sous 4746 parce que là pour le coup, on est en phase de redémarrage. Il faut souligner, Mathieu, que sur ce niveau ici, lors du deuxième test du support, les volumes ont été très importants, que maintenant on est sur des volumes à 3 milliards et demi, donc des volumes corrects. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur des volumes qui seraient anémiques, en tout cas pour le moment. Le support a fonctionné, il a été validé 2 fois, donc stop sous ce niveau à 4746. J'ai choisi donc un support, un turbo avec une barrière désactivante à 4730 et donc on va accompagner ce CAC 40 qui, je le répète, est un petit peu à la traîne mais qui néanmoins profite du courant acheteur qui se développe de toutes les façons en Europe et de manière plus modérée qu'aux États-Unis, mais qui est néanmoins présent. Donc c'est un turbo call, Mathieu, que j'ai choisi de code PU26B. Laurent, donc il y a un turbo call PU26B avec un prix d'exercice et une barrière désactivante à 4730, ce qui confère à ce produit un effet de levier proche de 30, donc un levier important. Ce produit arrive à échéance donc, la semaine prochaine. Et je vous rappelle que les produits seront échangeables, Varan et Turbo, que jusqu'au 16 février. Le 17, vous ne pourrez pas les échanger. Ce produit pouvait être acheté ce matin à 1,56 €. On termine donc ce bilan de la semaine avec cette fois-ci une partie sur l'euro-dollar. Oui, alors le dollar toujours plus fort, c'est la question que je poserai en préambule. Oui, si l'on en croit, le différentiel, en tout cas attendu, de croissance économique entre les États-Unis et la zone euro en 2017. Encore faudra-t-il que la politique budgétaire de Trump s'inscrive dans les faits. Oui, si on en croit les anticipations des membres du FOMC, la Fédérale Réserve américaine, annonce à travers les sondages qui sont faits parmi ses membres votants de l'ordre de 3 hausses de taux d'intérêt. Donc ça devrait contribuer à attirer bien sûr les investisseurs sur un dollar mieux rémunéré. Oui, enfin, si l'on en croit, les annonces déjà bien connues d'une baisse de la taxation en cas de rapatriement des capitaux détenus, des bénéfices détenus par les grandes sociétés américaines hors des États-Unis, avec une taxation qui serait allégée. Et ces capitaux serviraient non pas à l'investissement, mais en tous les cas au rachat d'actions en vue de leur annulation. Non, si l'on en croit la volonté réaffirmée par l'administration Trump de faire en sorte que le dollar ne soit pas trop fort contre cet euro qui est supposé être, alors peut-être pas autant que le renminbi chinois, mais dévalorisé, dévalué contre ce pauvre dollar qui n'en peut mais. On aura dans les prochaines semaines une manifestation très claire lors des remplacements des quelques membres démissionnaires ou dont le mandat arrive à l'échéance des membres donc de la Fed, des membres votants. Les nouveaux seront désignés par l'administration Trump. On peut imaginer qu'à l'intérieur de la Fed, on aura à nouveau un bras de fer et des décisions qui seront ardemment discutées. En tous les cas, on lira avec intérêt les minutes des réunions du FOMC. La suite au prochain épisode. Merci Gérard. Laurent, donc cette semaine, vous avez décidé de ne pas nous parler de l'euro-dollar. Alors, effectivement, la semaine dernière, on était vendeur sur l'euro-dollar, vendeur sans grande conviction, mais on avait remarqué que la résistance avait fonctionné, c'était un niveau technique extrêmement important, et les cambistes, eux aussi, avaient identifié le même niveau, et on a donc un euro qui est reparti à la baisse. Alors ceci dit, ce qu'il faut dire, c'est quand même qu'on est dans un range sur l'euro-dollar, grosso modo entre 1,04, 1,05 et 1,15, et qu'à l'intérieur de ce range, il peut se passer beaucoup de choses, mais surtout ce qui est caractéristique des ranges quand on est à l'intérieur, c'est que c'est de la consolidation, qu'il n'y a pas de directionnel et que par conséquent, on n'a pas véritablement d'avantage à traiter à l'intérieur d'un range et en particulier sur l'euro-dollar avec, comme le disait Gérard, un dollar dont on sait que l'administration veut l'affaiblir. En même temps, on est sur une séquence qui va commencer de remonter des taux aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de messages, beaucoup de facteurs qui s'entrechoquent et qui font que, a priori, on reste haussier sur le dollar, mais il pourrait y avoir des surprises
Aujourd'hui et demain, Janet Yellen, comme je disais tout à l'heure, est interrogée par le Congrès, donc ce qu'elle va dire va forcément impacter la course du dollar, en tout cas à très court terme. Donc pour cette semaine, Mathieu, on reste sur la lecture de l'année dernière, de la semaine dernière, avec un euro qui a priori devrait continuer de s'affaiblir et pourrait sans problème, peut-être pas retourner sur le bas du range à 1,03, mais plutôt aller sur 1,04, 1,05, je ne serais pas étonné. Alors dans ce contexte de ce dollar donc, qui reste, on va dire, fort, bien qu'il soit dans une phase corrective depuis le début de l'année, on a le Brent. Alors le Brent, lui, il est lui aussi en consolidation. Je rappelle que depuis le point bas de février 2016, on est à plus de 100% de progression. Je crois qu'il avait fait un point bas à 28 $. On doit être un petit peu au-dessus de 56. Depuis le début 2016, on doit être à peu près à 80% de progression des prix sur le Brent. Donc on a un actif qui en 2016 a très très bien progressé, qui a donné un signal d'achat au mois de décembre avec la sortie de cette consolidation, cette grande consolidation préalable. Et puis on est sorti de cette conso et puis derrière, il ne s'est plus rien passé. On fait du surplace, mais on ne réintègre pas le support. Donc on peut conserver un avis haussier neutre, c'est-à-dire haussier sans momentum, mais en jouant les niveaux, c'est-à-dire que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de support, que je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir ce qui se passe. Hein. Regardez, tout ça, c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'année et même un petit peu avant sur le Brent. Il y a ce très gros niveau à 54 $ sur le baril qui, s'il était retesté, générerait a priori encore des opérations d'achat, parce que j'ai l'impression que pour le moment, on a des opérateurs qui se contentent de ce statu quo. En fait, dès que les prix du baril montent un petit peu, Trump refait des déclarations sur le pétrole de schiste, donc il y a des nouveaux puits qui s'ouvrent. Comme les nouveaux puits s'ouvrent, le pétrole rebaisse parce que ça fait de la nouvelle offre qui arrive sur le marché. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on est dans une séquence maintenant peu directionnelle sur le Brent. Ce qui est important, c'est de surveiller ce niveau à 54 $. Tant qu'on reste au-dessus, je garde forcément une lecture haussière avec un redémarrage qui pourrait emmener les cours du baril vers les 59 $. Donc dans ce contexte, j'ai choisi un Varent Call de code KS33B. Donc un Varent Call de code KS33B avec un prix d'exercice à 62 $ et d'échéance avril 2017 avec un delta à 23,65, ce qui en fait encore une fois un produit adapté si vous estimez que le prix du baril continuera d'augmenter, en tout cas rebondira. Vous pouviez acheter ce produit à 87 centimes ce matin. C'est donc la fin de cette rubrique et nous enchaînons avec la rubrique suivante, les tops et les flops. Donc Gérard, quelles ont été cette semaine les plus fortes hausses ? Écoutez, on a eu quelques bonnes surprises, alors pas tout à fait nouvelles pour une société comme Ubisoft, dont on sait à la fois que les résultats sont plutôt bons, et puis surtout qu'on a un prédateur qui est à l'affût pour lancer une OPA quasi définitive, donc une belle progression. Et puis on a une affaire européenne qui s'appelle Eutelstat, qui, elle aussi, est une vraie réussite de la zone euro, en quelque sorte, avec aussi de bons résultats l'année dernière. Et puis, comme on a besoin de plus en plus de vidéos, c'est pas ici qu'on dira le contraire, près de 60% des lancements de satellites sont consacrés à la vidéo aujourd'hui, avec un carnet de commandes qui est tout à fait conséquent. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire sur ces bonnes nouvelles microéconomiques. Je pense que Laurent a des commentaires à faire sur le sujet. Exactement, Laurent. Donc, le premier titre qui a attiré votre attention, c'est Ubisoft. Oui, Mathieu, j'ai retenu Ubisoft en raison du très beau signal qui a été donné avant-hier. Alors, premier point, hein, Ubisoft n'est pas en tendance. Vous le voyez à l'écran, c'est une consolidation latérale, bornée, avec à la hausse une résistance qui a été faite sur le sommet du mois de juillet à 38 € et à la baisse un support qui a été validé à plusieurs reprises à 30 €. Alors, à l'intérieur de cet intervalle plat, on remarque que les prix ont toujours trouvé du soutien sur ce niveau que j'ai identifié ici avec ce segment noir à 30 €. Et puis c'est surtout cette bougie
extraordinaire d'avant-hier qui témoigne en fait d'une très forte pression acheteuse et qui franchit le niveau de résistance qui était en fait la borne intermédiaire d'un petit trading range à l'intérieur d'un trading range plus important. Donc là, on est à moyen terme sur un titre qui évolue latéralement, mais sur du très très court terme, potentiellement une impulsion qui est en train de naître et qui pourrait amener les cours où? Eh bien, dans un premier temps, sur le haut du range. Hein, c'est ce qu'on vise sur Ubisoft. Alors après, il peut se passer plein de choses, on peut sortir du range, il peut y avoir un potentiel haussier de moyen terme plus important, mais là, pour le coup, le scénario expliqué, c'est celui d'un support qui a été validé à plusieurs reprises et qui a toujours, comme je le disais, attirer les acheteurs, et puis un niveau qui a été franchi. J'ai noté à titre anecdotique ce croisement positif de MACD pour montrer une reprise potentielle à la hausse. En tout cas, ce qu'on vise, Mathieu, c'est le haut de cette consolidation, c'est-à-dire autour de 38 voire 40 euros. Et donc dans ce contexte, j'ai choisi un Varent Call de code OP74B. Donc ce Varent Call OP74B de prix d'exercice 40 euros, arrivant à maturité en juin 2017, a lui aussi un delta qui fait de lui un produit adapté, un delta à 36%. Et vous pouviez acheter ce produit à 51 centimes ce matin lorsque l'action cotait 34,98 euros. On continue donc avec les tops de la semaine. Oui, on n'a pas terminé avec Sanofi qui est finalement bénéficie d'une sorte d'éclaircie alors que le secteur pharmaceutique ne fait pas partie des valeurs Trump. En tous les cas, il fait partie des secteurs qui sont les plus, qui souffrent le plus en bourse aux États-Unis. Il n'y a pas que des hausses, mais aussi une société, Sanofi, qui nous a annoncé des résultats moyens et en tous les cas des perspectives pas forcément alléchantes dans un premier temps. Et donc malgré tout, un beau rebond du titre que Laurent va nous commenter. Je termine simplement sur deux autres tops qui, eux, sur le plan fondamental, sont peut-être un peu plus solides. Amundi, qui finalement bénéficie de ce fort développement par croissance externe d'une société de gestion récemment introduite en bourse, et qui bénéficie du fait que dans le secteur bancaire, on est en train de vendre une partie des bijoux de famille. Donc on a Unicredito, par exemple, qui a décidé de vendre sa société de gestion Pioneer, et c'est Amundi qui va en profiter. Et puis on a aussi des résultats qui sont relativement favorables en matière de collecte pour cette même société Amundi qui devient des leaders européens de la gestion active et même passive. Et puis on a Air France, le petit oiseau de la nichée. Le secteur du transport aérien est plutôt dans une bonne phase, avec parmi les quelques retardataires Air France qui fait partie, pas forcément des valeurs favorites dans le secteur, et qui aujourd'hui joue son va-tout avec entre autres la création d'une société low cost, une compagnie low cost, une de plus, pour essayer d'abaisser les prix, les coûts de personnel, avec donc là encore, comme Sanofi, un petit ensoleillement, mais le secteur est plutôt porteur, avec une valeur Air France qui n'est pas forcément la valeur favorite des analystes. C'est pas la meilleure de la classe. Alors, qui est la meilleure de la classe? Alors, je confirme que Air France a beaucoup de difficultés sur le titre, très faible. La dernière fois que tu as pris un avion, il était en retard. Alors, Sanofi, c'est ce que j'ai retenu, Sanofi. Alors là aussi, regardez le chart depuis le mois de juin, il n'y a pas de tendance, ou alors une tendance très faible, parce que vous le voyez, on n'est quand même pas retourné sur les supports ici. Quand on a fait cette impulsion, on est resté suspendu. Alors très difficile à mettre en œuvre, la hausse sur Sanofi, puisqu'on passe de 67 à 78, donc on prend à peu près 15% en l'espace de 2 semaines. Et puis, alors personne ne l'a vu venir, cette hausse, on consolidait péniblement autour du support et il ne se passait absolument rien. Tout d'un coup, gap, on part, le temps de réaliser ce qui se passe, on ne fait plus rien et on repart dans un range
plus étroit à l'intérieur donc d'une phase de consolidation qui elle aussi est finalement peu intéressante. Alors malgré tout, il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose d'intéressant sur Sanofi. On a eu un dépassement ici de cette résistance. Autrement dit, quand on a une résistance qui est dépassée, ça veut dire que ce qui paraissait cher au préalable, bah, tout d'un coup, les investisseurs évoluent dans leur psychologie et considèrent que ce prix n'est plus une barrière et qu'il n'est plus si cher que ça. C'est pour ça qu'ils achètent le titre, parce qu'il y a une promesse d'un gain à venir. Et donc les franchissements de résistance sont des moments importants. Attention, il faut que le courant qui emmène les cours au-dessus de la résistance ne s'inverse pas et que derrière, on n'ait pas tout d'un coup des investisseurs qui deviennent timides. Donc c'est important de ne pas réintégrer de manière durable et profonde le trading range préalable. Tant qu'on retourne, plutôt tant qu'on ne retourne pas sous 76, je considérerais que ça retarde la progression haussière, mais ça ne la remet pas en question. Si on casse ce niveau à 76, alors là, pour le coup, ça voudrait dire qu'on irait vraisemblablement sur 74 et je ne serais même plus étonné de voir le titre repartir à la baisse. Donc, vous avez les niveaux, 76 à ne plus enfoncer. Je pense que si le marché faisait un petit repli sur ce niveau à 78,50, c'est-à-dire que cette résistance deviendrait potentiellement une zone de support, eh bien, il y aurait une opportunité donc de rentrer sur Sanofi et d'accompagner donc cette tendance qui est encore émergente, on va dire, vers 85 €. Donc, de toutes les façons, sur Sanofi, le marché est haussier. A priori, il vient de donner un signal pour repartir donc à la hausse vers ce niveau à 85 €. Et donc, j'ai choisi un Varan Call, bien évidemment, de code OW80B. Un Varan Call OW80B de prix d'exercice 85 €, comme l'a dit Laurent. Pendant que vous notez donc, les caractéristiques de ce produit, je vous laisse les regarder. Je vous rappelle qu'il est important donc, de rester formé. Rendez-vous donc, sur notre site internet produitsdebourse.bnpparibas.fr. Vous avez des brochures et des vidéos mises à votre disposition donc, pour que vous puissiez vous familiariser avec nos produits. C'est la fin des tops. On enchaîne rapidement sur les flops. Gérard. Bien compris le qualificatif de rapidement. Donc je vais exécuter le secteur bancaire en une fois, que les résultats soient à la hauteur ou au-dessus des espérances comme Société Générale ou un peu en dessous des attentes comme BNP Paribas. Le secteur souffre. Il souffre parce que nous avons le retour du risque souverain. Et n'oublions pas que lorsqu'un État est jugé comme plus délicat en termes de santé financière et lorsque des incertitudes s'accumulent, ce qu'on appelle les crédits défaut swap, les CDS, ont tendance à voir leur prix monter. C'est en quelque sorte l'assurance que l'on achète lorsqu'on est investi en obligations des États européens. Ces États, ils sont le point d'ancrage des grandes banques, qu'elles soient françaises ou italiennes ou espagnoles. Et donc, il y a bien entendu sur ce plan-là une incertitude de plus, ce qui, je crois, explique en grande partie la difficulté ou les difficultés rencontrées par les trois grandes banques qui figurent dans notre liste. Deux derniers points, Nexans et ST Microelectronics, qui font partie des deux excellents élèves de la classe boursière ces dernières années. Rendez-vous compte que Nexans a progressé de plus de 60% sur un an et que ST Microelectronics est une des valeurs favorites de Laurent. C'est vous dire si, il a beaucoup commenté sur son évolution, c'est vous dire si elle, après avoir commis quelques excès à la hausse, elle reprenne un peu leur souffle, comme on dit, prise de bénéfice quand on est sur les radios nationales. Merci Gérard. On continue donc l'émission avec la prochaine rubrique qui est la rubrique Focus. Donc, Gérard, un focus donc sur l'Union européenne qui renforce ses échanges. Oui, effectivement, je crois qu'on est un petit peu déprimé par les nouvelles européennes de type Brexit qui nous sont tombées dessus sans trop nous prévenir. Donc il ne faut pas oublier que l'Union européenne reste, si j'en crois d'ailleurs le président Trump, un gros morceau. Et effectivement, nous comptons quelques centaines de millions de consommateurs, nous avons des règles pour commercer ensemble, nous avons
pour beaucoup une monnaie commune. Et donc, eh bien, il ne serait pas étonnant si notre croissance économique était très voisine de celle des États-Unis. C'est, je crois, ce que, en tous les cas, nous attendons. Nous avons eu un premier chiffre sur le PIB de la zone euro provisoire en 2016. Il est assez voisin de celui de la croissance économique provisoire des États-Unis. On attendra quand même quelques mois pour avoir les chiffres définitifs. Et puis des indices de directeurs d'achat qui sont toujours positifs. Et une fin d'année 2016 qui s'est réalisée sur les chapeaux de roue sur l'industrie européenne. Donc c'est de bon augure pour l'année qui vient. Donc haut les cœurs, l'Union européenne existe toujours, elle commerce toujours, elle est une zone extrêmement attractive et où la croissance économique est de retour. Merci Gérard pour ce positivisme. On enchaîne donc vers la dernière rubrique de notre émission, donc la rubrique à ne pas manquer. Que faudra-t-il suivre, Gérard, cette semaine? Alors au niveau des banques centrales, s'il n'y a pas de réunion, à part au niveau de la risque banque prévue, il y a tout de même une audition, celle de Janet Yellen par la commission bancaire du Sénat américain. Et au cours de cette audition, on peut s'attendre à ce que Janet Yellen soit interrogée à la fois sur les intentions de l'administration Trump, ce à quoi on peut imaginer qu'elle réponde une fois de plus que nous sommes dans un nuage d'incertitude, mais aussi et plus directement sur la gestion du bilan de la Federal Reserve. Que va faire la Federal Reserve des milliards de dollars qu'elle détient sous forme d'obligations de bons du Trésor? Et dans un premier temps, eh bien, elle va continuer, j'imagine, on peut en tous les cas l'imaginer, à gérer les remboursements de ces bons du Trésor en les réinvestissant dans les bons du Trésor. Mais à un moment donné, il faudra sortir de cette politique extrêmement accommodante. Et c'est donc à ce tournant-là que l'on attend les déclarations de Janet Yellen, sans être trop certain d'avoir des précisions absolument extraordinaires. Quant aux statistiques macroéconomiques, on aura plus d'informations sur les prix à la consommation dans un certain nombre de grandes zones. Et puis on a eu le PIB de la zone euro, on attend celui du Japon, et on aura le taux de chômage en France. Donc toute une série d'indicateurs qui, sans stresser vraiment le marché, vont nous donner une sorte de coloration pour savoir si on reste optimiste comme je l'étais tout à l'heure, ou si on tempère cet optimisme de la volonté peut-être, mais en tous les cas nous avons toujours une couleur verte ici et ça me semble très bien. Merci Gérard. Donc c'est la fin de notre émission. Je remercie Laurent et Gérard de m'avoir accompagné cette semaine. Vous retrouverez Laurent avec moi jeudi après-midi à 17 h pour un nouveau webinaire sur les fondamentaux de l'analyse technique. Et la semaine prochaine encore, vous nous retrouverez pour l'émission 100% marché mardi midi, cette fois-ci avec Falco. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt.